Bonjour et re-bienvenue sur la mécanique universelle. Je suis toujours en train de commenter ce livre sur Friedrich Nietzsche. C'est des fragments qui ont été euh, peut-être traduits et repris par Henri Lichtenberger en 1905. Nietzsche était mort depuis 5 ans et je suis en train de lire la partie qu'il consacre à Ecce Homo. Cet ouvrage choisit des petits fragments sur le cas Wagner, sur la généalogie de la morale, sur le Zarathustra, etc., etc., sur Aurore. Et là, sur Ecce Homo, j'ai commencé à lire le Nietzsche peint par lui-même. Et donc, c'est la façon dont il se voit. Et ça m'a tout de suite sauté à l'esprit que Nietzsche était, à mon sens, du côté, avec un psychisme, du côté de l'autisme de haut niveau. Une sorte d'autisme Asperger. Et euh, il en a toutes les caractéristiques. Et donc, je vous renvoie aux vidéos précédentes où j'ai déjà commencé à décrire tout ça. Euh, et donc, je commence à lire et puis je commente et j'essaye de voir un petit peu ce qui peut nous éclairer sur ce psychisme. Euh, alors, n'oubliez pas que si vous pensez que ces, ces, ces propos, justement, atypiques euh, que j'exprime, si vous pensez qu'ils ont un intérêt euh, pour, pour, euh, pour les visiteurs de YouTube, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez écrire des commentaires, et tout ça fait un petit peu donne de la visibilité à ces vidéos. Voilà. Alors, je continue la lecture. À un âge absurdément tendre, à 7 ans, donc il dit juste avant, on ne doit pas avoir de nerfs. Souffrir de la solitude aussi est une infériorité. Donc, on voit un peu son caractère. Il y a quelque chose de radical, de dur. Il ne faut pas être inférieur. Il faut, voilà, souffrir de la solitude. Les mots qui sont choisis sont des mots de posture pour se tenir droit, pour soutenir c'est quelqu'un pour moi d'hypersensible qui est obligé de mettre des paravents de dureté pour pouvoir tenir debout, pour pouvoir supporter cette sensibilité, pour pas s'écrouler en somme. Mais malheureusement, en mettant de la dureté, en ne tenant pas compte de sa sensibilité, on risque la fracture, on risque, c'est le chêne et le roseau. Et c'est exactement, à mon sens, ce qui s'est passé. Cette dureté, elle a tenu un moment, mais à un certain moment, voilà, il s'est écroulé quand, devant ce charretier qui frappait son cheval, il n'en a pas supporté la violence. Et parce qu'on ne peut pas masquer ce qu'on est. C'est triste de, de savoir que malheureusement, euh, il a maltraité sa sensibilité, à mon sens. Voilà, il l'a pas accepté et et c'est, c'était un peu compliqué. Mais grâce à ça, et tout ça parce que il ne, il ne pouvait pas comprendre que ce goût pour la solitude, c'est lié à l'autisme, c'est lié à une forme de psychisme. Une fois qu'on a compris ça, on sait pourquoi on a ce goût de la solitude. Et donc, on n'a plus aucun complexe vis-à-vis de ça. On n'a pas besoin de se justifier. Et pour avoir vécu cette chose,
euh, je me rends compte que euh, depuis que je sais pourquoi je suis contraint à la solitude, cette solitude ne me pèse plus. Alors, il y a la solution de comprendre pourquoi, et il y a la solution de dire euh, la solitude, c'est si on ne supporte pas la solitude, c'est une question d'infériorité. Voilà, c'est celui qui. Et donc, pour se positionner dans, pour nourrir son ego, en somme, pour pouvoir survivre. Alors, à un âge absurdément tendre, à 7 ans, et c'est là où, encore un terme, voilà comment il ne supporte pas cette tendresse, cette sensibilité absurdément tendre. À 7 ans, il devait être dans cette hypersensibilité. C'est quelque chose qui lui faisait horreur, parce que c'est clair, on est dans un monde, moi aussi j'ai vécu cette enfance comme ça, avec tout un tas de personnes qui ne fonctionnaient pas de façon atypique et et, et qui n'étaient pas dans cette hypersensibilité. Et il fallait que je trouve le moyen d'inclure mon caractère au sein de ce monde. Et lui, c'est pour ça qu'il dit à un âge absurdément tendre. C'est bien sûr que c'était pas cette tendresse, elle était loin d'être absurde, mais cette sensibilité, elle était loin d'être absurde à son âge. Mais il a dû en souffrir, il a dû entendre des choses, il a dû souffrir de cette sensibilité. Et donc, pour dire ça, je savais déjà que jamais une parole humaine ne parviendrait jusqu'à moi. M'en a-t-on jamais vu affligé? Voilà. Donc, à 7 ans, il a pris conscience que on pouvait le toucher, on pouvait toucher quelque chose dans sa sensibilité et qu'il fallait qu'il se protège de cette chose-là. Voilà. Et bien sûr, c'est ça l'intérêt, en somme, justement, dans l'autisme Asperger, c'est qu'il y a une adaptation incroyable. On trouve des stratégies inouïes pour pouvoir survivre dans ce monde qui n'est pas fait pour nous, quoi. Hein. Et aujourd'hui encore, j'ai pour tous la même affabilité. Je suis plein de déférence pour les plus humbles. Et dans toute ma manière d'être, il n'y a pas un atome d'orgueil, de secret mépris. Et là, c'est là où, justement, voilà, cette sensibilité, elle est là. Le fait de déférence pour les plus humbles, en réalité, il voyait sa sensibilité, il l'a quand même... Euh, euh, il en a pris conscience et puis il a pu l'exprimer justement parce que s'il avait été que dans cette insensibilité, s'il s'était insensibilisé, il aurait eu que du mépris pour les plus humbles, au contraire justement pour ceux qui se laissent maltraiter par les dominants, etc., etc. Eh ben non, donc c'est là où. Et alors, il n'y a pas un atome d'orgueil. Il y a, à mon sens, de l'orgueil, mais il était nécessaire. Cet orgueil était, on le sent dans sa lecture, mais cet orgueil était nécessaire à sa survie. Il fallait qu'à ses yeux, il se soutienne parce que la société ne lui renvoyait pas l'image dont il avait besoin. La société, elle ne le comprenait pas, elle ne voyait pas le génie qu'il y avait devant elle. Donc il était bien obligé de se dire, bon, si personne le voit, évidemment, il avait quelques amis autour de lui qui lui écrivaient, mais ça a été vraiment sur la fin de son existence qu'il a été reconnu, que des gens lui ont écrit, etc., lui ont renvoyé quelque chose de positif par rapport à son travail. Mais il était obligé
parce qu'il faut nourrir cette, son narcissisme, quoi. Hein. Il est légitime de devoir le nourrir. Donc, celui que je méprise, alors, il dit, il n'y a pas un atome d'orgueil, de secret mépris. Celui que je méprise devine qu'il est méprisé de moi. Donc, il l'exprimait, mais bon. Par ma simple présence, je bouleverse quiconque a du sang vicié dans les veines. On aurait aimé le voir vivre, vraiment, hein, parce que c'est important. Mais bon, ma formule pour la grandeur chez l'homme est amor fati. Alors, amor fati, c'est... qu'est-ce que ça veut dire, amor fati? On va le voir tout de suite. Amor fati. Amor fati. J'aurais dû le voir avant, mais est une locution latine qui fut introduite par le philosophe allemand Friedrich Nietzsche. Voilà. Et non par le stoïcien romain Marc Aurèle, comme on le dit parfois. Amor fati signifie l'amour du destin. L'amour du destin, voilà. Et dans l'amour du destin, c'est clair que c'est évidemment ce que pensait aussi Spinoza quand il dit il faut aimer les choses telles qu'elles arrivent plutôt que de les désirer à notre convenance. Bien sûr que cette idée était avant Nietzsche, c'est pas Nietzsche qui l'invente, mais il la met au goût du jour à un moment où on n'est pas, où cette idée n'est pas dans la société. Donc c'est très important ce qu'il fait. Et cet amour du destin, au fond, c'est presque une façon de croire au divin, de croire en une puissance supérieure, puisque le destin, c'est quelque chose qui est écrit, ce qui nous arrive ne peut pas ne pas nous arriver. Donc il faut aimer ce qui nous arrive parce que c'est écrit déjà. Et là, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, amor fati, ne vouloir changer aucun fait dans le passé, dans l'avenir, éternellement. Voilà. Et alors, le problème, c'est que ça lui a donné aussi l'idée de lutter contre le progrès. Et c'est une chose qui est impossible d'abord, même si on voit que le progrès nous conduit pendant un moment vers quelque chose de désastreux. Et c'était peut-être son cas à cette époque-là, vers une sensibilisation trop intense de la société. Et aujourd'hui, on voit que le progrès nous amène vers un retour de l'industrie d'armement, la guerre, la violence, la pollution, etc. Et évidemment que on pourrait contester ça. Mais simplement, dans ce progrès, il y a aussi le progrès qui va dépasser le mauvais progrès. Il y a le bon progrès qui va réussir à rectifier l'humanité, la remettre sur son truc. Et on voit bien que, en même temps qu'il y a ces primaires qui font la guerre, qui s'amusent encore à faire la guerre, dans un monde qui a dépassé ça depuis un petit moment déjà dans son esprit. L'humanité n'a plus ce goût pour la guerre. Oui, ils existent encore chez peut-être 10% des êtres humains, mais globalement, on n'est plus à l'époque des Grecs ou des Romains. Voilà. Donc, ils sont ceux qui nous poussent vers la guerre sont archaïques en somme. Mais parallèlement à ça, il y a tout ce travail de la société humaine pour l'écologie. Et là, aujourd'hui, il y a sans doute 10 fois plus d'êtres humains qui réfléchissent pour l'écologie que d'êtres humains qui réfléchissent pour l'armement. Donc, on est en passe de changer de cap.
Il va falloir simplement qu'on sorte du problème nationaliste, du problème qui fait que les nations entre elles sont en compétition, en violence, etc. Donc on élève le niveau de notre pensée, qu'on l'élève à l'universalité. C'est le travail de la mécanique universelle. Et globalement, l'humanité va dans ce sens-là. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt. Voilà. N'oubliez pas, si vous pensez que ce travail a un peu d'intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner, d'en parler autour de vous. Ça fait avancer la visibilité. Merci, au revoir, à très bientôt. Et désolé, je suis un peu exalté, donc la façon de m'exprimer est compliquée.